Les lumières fluorescentes de la brasserie de l'Aube dorée bourdonnaient avec une persistance lassante, projetant une lueur pâle et impitoyable sur les banquettes en vinyle craquelé et les tables en stratifié collant de cet établissement de quartier. C'était le genre de lumière crue qui exposait chaque imperfection du sol, chaque trace de doigt sur les couverts bon marché et chaque fissure dans les tasses à café ébréchées. Pour Diane Régnier, c'était la lumière sous laquelle elle vivait chaque jour. Une réalité sans filtre ni douceur. À 24 ans, elle se déplaçait avec une économie de mouvement née d'un épuisement chronique, ses pieds souffrant dans ses baskets usées, alors qu'elle naviguait avec une agilité mécanique dans les allées étroites entre les tables bondées. Elle pouvait verser un café noir, prendre une commande complexe et débarrasser une assiette de restes de soupe en une seule séquence fluide, tandis que son esprit s'évadait à des kilomètres de là. Généralement, elle occupait ses pensées à calculer mentalement si ses pourboires de la journée suffiraient à couvrir le loyer de ce mois-ci, pour son petit appartement mansardé et plein de courants d'air. Autour de son cou, soigneusement dissimulé sous le col de son uniforme rose délavé, reposait son seul et unique trésor, un médaillon en argent terni par le temps et l'usage. De forme ovale, il portait gravé sur sa surface l'image complexe d'un saule pleureur, dont les longues branches délicates semblaient s'affaisser sous le poids d'un chagrin qui leur était propre. Ce bijou avait appartenu à sa mère. C'était tout ce qu'elle savait de son histoire personnelle. On lui avait raconté que sa mère était décédée dans un accident de voiture tragique juste après sa naissance, laissant Diane être élevée dans une succession de foyers d'accueil indifférents où elle n'avait jamais vraiment trouvé sa place. Le médaillon était la seule preuve tangible de son passé, la seule preuve concrète qu'elle venait de quelqu'un, de quelque part. Elle avait essayé de l'ouvrir des milliers de fois au fil des ans, mais il restait hermétiquement fermé, comme s'il gardait jalousement un secret trop douloureux pour être partagé avec le reste du monde. Ce matin-là, l'odeur de friture et de café brûlé semblait plus lourde que d'habitude, et chaque tintement de cloche annonçant une nouvelle commande résonnait dans sa tête comme un glas. Mais Diane continuait son balai incessant, ignorant la fatigue qui engourdissait ses membres, ne se doutant pas que les prochaines minutes allèrent briser le cours monotone de son existence pour toujours. Dans une banquette d'angle, baignée dans l'intimité relative de l'endroit le plus sombre de la brasserie, était assise Catherine Sterling. Pour les autres clients, elle n'était qu'une vieille femme impeccablement vêtue, dotée d'un regard bleu perçant et d'un air de tristesse tranquille qui imposait le respect. Ils ne voyaient pas le chauffeur qui attendait patiemment à l'extérieur dans une Bentley Mulsanne noire rutilante. Ils ignoraient que son nom était synonyme d'un empire pharmaceutique mondial. Sterling Industries, un nom qui apparaissait régulièrement sur les listes de Forbes et dans les pages financières des journaux les plus prestigieux. Il ne savait pas que son tailleur Chanel sur mesure coûtait plus cher que le bénéfice mensuel total de la brasserie, ou que les simples boucles d'oreilles en perles qu'elle portait avaient autrefois appartenu à une lignée royale européenne. Catherine venait à l'Aube dorée, une fois par mois, toujours le même jour, toujours à la même heure. Ses conseillers financiers détestaient cette habitude. Son équipe de sécurité la méprisait, y voyant un risque inutile. Mais pour elle, c'était un pèlerinage nécessaire, une façon de rester connectée à une réalité rugueuse, loin des salles de conseil d'administration stériles et des manoirs silencieux qu'elle habitait désormais. Cela lui rappelait une époque avant les milliards, une époque de lutte, d'espoir et de passion, avant que la grande blessure béante ne soit gravée dans sa vie par la perte et le deuil. Elle commandait la même chose à chaque visite. Un café noir et une part de tarte aux pommes qu'elle touchait à peine, préférant observer le va-et-vient des gens ordinaires. Ce rituel était sa seule attache avec le monde réel, un monde où les sentiments n'étaient pas dictés par les cours de la bourse. Ce matin-là, elle semblait plus fragile que d'habitude.
ses mains tremblant légèrement alors qu'elle tenait sa tasse de porcelaine, ses yeux perdus dans les vapeurs de son café, cherchant peut-être dans les reflets sombres une image du passé qu'elle ne parvenait pas à oublier malgré les décennies écoulées depuis le drame qui avait changé sa vie. Diane s'approcha de la table avec son professionnalisme habituel, ignorant l'aura de puissance qui émanait de la vieille dame. « Puis-je vous apporter autre chose, madame ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais marquée par la fatigue de son service matinal. Catherine leva les yeux de sa tasse, son regard d'abord distant et perdu dans ses pensées. Mais alors que ses yeux se fixaient sur Diane, ils s'accrochèrent soudainement à quelque chose, un éclat d'argent qui dépassait du col de l'uniforme de la jeune femme. Diane s'était penchée légèrement pour remplir le verre d'eau sur la table, et dans ce mouvement, le médaillon s'était balancé librement hors de sa cachette. Le temps s'arrêta brusquement pour Catherine Sterling. Le vacarme des couverts, le murmure des conversations environnantes, le sifflement de la machine à expresso. Tout s'effaça pour laisser place à un silence assourdissant et oppressant. Son souffle se bloqua net dans sa gorge, et sa main parfaitement manucurée, qui reposait sur la table, se mit à trembler violemment. Ce n'était pas possible, pensa-t-elle, son cœur s'emballant dans sa poitrine. Après toutes ces années, c'était un fantôme, un mirage conjuré par un cœur en deuil qui refusait d'accepter la réalité. Le médaillon, le motif du saule pleureur, la gravure spécifique et unique des branches qui semblaient pleurer, c'était un modèle sur mesure qu'elle avait elle-même commandé à un artisan parisien de renom pour le 18e anniversaire de sa fille unique. C'était une pièce unique au monde, un héritage familial destiné à être transmis de génération en génération. Une lignée qui s'était éteinte avant même d'avoir pu fleurir. La vieille dame sentit le sang quitter son visage, alors que le médaillon continuait de briller sous les néons de la brasserie, tel un témoin silencieux d'une tragédie oubliée. Catherine essaya de parler, mais ses cordes vocales semblaient nouées par une émotion trop forte. « Où » commença-t-elle. Sa voix n'étant qu'un murmure étranglé, presque inaudible au milieu du bruit ambiant. « Où avez-vous trouvé cela » finit-elle par demander, ses yeux fixés sur le bijou avec une intensité qui frisait la folie. Diane recula instinctivement, portant sa main à sa poitrine pour couvrir le médaillon. Un geste de protection immédiat. L'intensité dans le regard de la vieille femme était effrayante, presque agressive dans sa soudaineté. « C'était à ma mère, » répondit Diane défensivement, reculant d'un pas. « C'est tout ce qu'il me reste d'elle, » ajouta-t-elle, sa voix tremblant légèrement devant l'étrange réaction de sa cliente. Le mot « mère » frappa Catherine comme un coup physique en plein cœur. Son esprit s'emballa dans une tempête chaotique de 50 ans de douleurs refoulées, de nuits d'insomnie et de questions restées sans réponse. Elle se revit lisant le rapport de police de l'époque, les photos de l'accident enflammé sur cette autoroute côtière sinueuse de Bretagne. Les funérailles avec ce cercueil fermé qui pesait une tonne. L'histoire officielle affirmant que sa fille Isabelle et sa petite-fille en bas âge avaient été perdues pour toujours dans le brasier. Un mensonge, pensa Catherine avec une conviction soudaine qui la brûla. Cela devait être un mensonge orchestré par le destin. Les yeux de Catherine, ses yeux d'experte capable de disséquer un bilan comptable en quelques secondes, scrutaient maintenant le visage de Diane avec un désespoir déchirant. Elle vit la forme de sa mâchoire, la courbe légère de ses cheveux sombres, et surtout, la couleur de ses yeux. Un noisette profond, exactement comme les siens, comme ceux de ce garçon, le musicien avec qui Isabelle s'était enfuie contre sa volonté. Le garçon que Catherine avait jugé indigne de sa lignée, le garçon qu'elle avait tenté de chasser de la vie de sa fille avec toute la puissance de son argent. La connexion était si puissante, si immédiate, qu'elle court-circuitait toute logique.
C'était un cri primal, venant de la partie la plus profonde de son âme. Un instinct maternel que le temps n'avait pas réussi à éroder. Cette serveuse, cette jeune fille luttant pour survivre dans un bistrot bon marché, n'était pas une étrangère. « Isabelle » murmura Catherine, le nom s'échappant de ses lèvres comme un son déchiré, douloureux, arraché à ses poumons. Des larmes chaudes et choquantes montèrent dans ses yeux, coulant sans retenue sur ses joues soigneusement poudrées, laissant des traînées sombres sur son visage. Son calme habituel, ce bouclier de fer qu'elle portait depuis un demi-siècle pour se protéger du monde extérieur, vola en éclats en 1 million de morceaux. Sa poitrine se serra violemment, une douleur aiguë lui coupant le souffle. La pièce commença à tourner dangereusement autour d'elle. Les lumières fluorescentes devenant des traînées floues et étourdissantes. Elle tendit une main tremblante à travers la table, non pas vers le médaillon cette fois, mais vers le visage de Diane, comme pour toucher un fantôme, pour s'assurer que la jeune femme était bien faite de chair et d'os. « Ma petite fille » parvint-elle à halter, ses yeux se révulsant alors que l'obscurité commençait à l'envahir. Et là, au milieu de la brasserie de l'Aube dorée, entourée de l'odeur de graisse et de café froid, la richissime Catherine Sterling s'effondra, son corps glissant vers l'avant sur la table collante, dans un évanouissement profond. Le dernier son qu'elle émit fut un sanglot déchirant, qui semblait porter le nom de sa fille disparue depuis si longtemps. La panique éclata instantanément autour de la banquette d'angle. Diane, figée pendant 1 seconde par un choc pur et simple, fut ramenée à la réalité par le propriétaire du bistrot, un homme imposant nommé Serge, qui accourut en criant de composer le numéro des urgences. Mais avant même que Diane ne puisse sortir son téléphone, la porte d'entrée de la brasserie s'ouvrit avec fracas. Un homme de grande taille, en costume sombre, le visage figé dans un masque d'alarme contrôlé, entra d'un pas décidé. C'était Mark Chen, le chauffeur de Catherine, son chef de la sécurité et son confident le plus fidèle depuis 30 ans. Ancien militaire de carrière, il avait un instinct infaillible pour le danger. Voir Madame Sterling affalée sur la table était la réalisation de son pire cauchemar, celui qu'il redoutait chaque mois lors de ses visites, qu'il jugeait imprudentes. « Écartez-vous, s'il vous plaît », ordonna-t-il d'une voix calme, mais absolue, qui ne souffrait aucune contestation. Il fut aux côtés de Catherine en un instant, vérifiant son pouls et sa respiration avec une efficacité professionnelle. « Elle est stable, elle s'est simplement évanouie », annonça-t-il, tout en composant déjà un numéro sur son propre téléphone sécurisé. « Docteur Martin, préparez-vous pour une arrivée immédiate. Code d'urgence, » dit-il sobrement. Lui et Serge soulevèrent avec précaution le corps frêle de Catherine, qui semblait ne peser presque rien dans leurs bras puissants. Alors qu'ils se dirigèrent vers la sortie, le regard aiguisé de Marc croisa celui de Diane, qui se tenait là, pâle et tremblante, sa main toujours pressée contre le médaillon à son cou. Il vit l'objet qui avait causé la détresse de son employeuse. Pendant un instant fugace, son regard professionnel s'attarda sur le motif du saule pleureur avant qu'il ne se concentre à nouveau sur la sécurité de Catherine. La Bentley noire s'éloigna silencieusement dans les rues encombrées de la ville, contrastant avec le chaos sonore habituel des ambulances. À l'intérieur, Catherine commençait à reprendre connaissance sur les sièges en cuir luxueux, gémissant doucement alors que la réalité revenait à elle par vagues douloureuses. Le docteur Martin, son médecin personnel, l'attendait à l'entrée de son appartement de fonction situé dans les beaux quartiers. Et en quelques minutes, elle fut installée dans son lit immense, une perfusion reconstituant ses fluides. « C'était le choc, Catherine », dit doucement le médecin en vérifiant ses constantes. Votre cœur est solide, mais un choc de cette magnitude à votre âge peut être dangereux. Que s'est-il passé exactement dans cet endroit ? Demanda-t-il avec une curiosité teintée d'inquiétude. Catherine fit un geste de la main pour congédier la question,
ses yeux restant obstinément fermés. « Laisse-nous, Robert. J'ai besoin de parler avec Marc, » dit-elle d'une voix qui retrouvait peu à peu sa fermeté habituelle. Une fois le médecin sorti, Marc resta debout près du lit, son expression restant indéchiffrable comme à son habitude. « Madame Sterling, commença-t-il, peut-être que ces visites à la brasserie deviennent trop éprouvantes pour vous, suggéra-t-il avec prudence. Ce n'était pas la brasserie, Marc, l'interrompit-elle en se redressant contre ses oreillers en soie. C'était la fille, la serveuse. Elle portait le médaillon d'Isabelle, affirma-t-elle, avec une force qui fit tressaillir le garde du corps. Le stoïcisme de Marc se fissura enfin, ses sourcils se haussant de surprise. « En êtes-vous certaine, madame ? Cela pourrait être une réplique, une simple coïncidence, » tenta-t-il de raisonner. « Il n'existe aucune réplique de ce bijou, » déclara Catherine, sa voix se durcissant sous l'effet de la conviction. « Je l'ai conçu moi-même, avec Jean-Pierre Dubois à Paris. Il m'a juré que le moule avait été détruit après la fabrication. La façon dont la troisième branche à gauche se courbe sous la quatrième est une imperfection délibérée, un secret entre ma fille et moi. C'était le médaillon, Marc. J'en jurerais sur ma vie. » Elle sortit ses jambes du lit, sa fragilité apparente remplacée par une détermination nouvelle et presque terrifiante. Elle se dirigea vers la fenêtre, contemplant les lumières de la ville qui s'étendaient sous ses pieds. Un royaume qu'elle avait bâti sur les fondations de son chagrin. Pendant 50 ans, j'ai vécu avec l'histoire officielle, dit-elle, le dos tourné à Marc, un accident tragique, une voiture calcinée au fond d'un ravin. Ils m'ont dit que le feu était trop intense pour récupérer quoi que ce soit, dit-elle en étouffant un sanglot. Mais ils n'ont jamais retrouvé le médaillon dans les débris. J'ai demandé, j'ai hurlé pour qu'ils continuent de chercher. Ils ont dit qu'il avait probablement fondu. Je ne les ai jamais crus au fond de moi. » Elle se tourna vers lui, ses yeux bleus brillant d'une lumière presque maniaque. « Trouvez-la, Marc. Trouvez cette fille. Je veux tout savoir sur elle. Son nom, sa date de naissance, qui étaient de ses parents officiels. Fouillez sa vie, utilisez toutes les ressources dont nous disposons. Je me fiche du prix que cela coûtera. »« Bien entendu, Madame Sterling, » répondit Marc en prenant déjà des notes mentales. « Mais je dois vous mettre en garde. Cela pourrait être un chemin douloureux pour aboutir à une déception cruelle. C'est le seul chemin qu'il me reste à parcourir, » chuchota-t-elle en se rassoyant. Pendant ce temps, la nouvelle de l'incident public de Catherine se propagea rapidement dans les cercles restreints de la famille Sterling. Un appel rapide du docteur Martin, inquiet, au neveu de Catherine, Adrien Sterling, suffit à mettre le feu aux poudres. Adrien, le PDG ambitieux et impeccablement poli en attente de prendre les rênes de Sterling Industries, animait un gala de charité au musée d'art moderne lorsqu'il reçut la nouvelle. Il s'excusa auprès de ses invités de marque et prit l'appel dans une alcôve tranquille. « Évanoui dans un bistrot miteux », répéta Adrien, sa voix teintée d'une inquiétude soigneusement calibrée qui masquait mal son irritation croissante. « Est-elle hors de danger ?» demanda-t-il avec une fausse sollicitude. « Elle se repose maintenant », l'assura le médecin. Mais Adrien, elle parlait encore d'Isabelle. Elle semblait persuadée d'avoir vu quelque chose qui lui appartenait. Un nœud froid se serra dans l'estomac d'Adrien. Toute sa vie avait été construite dans l'ombre de la sainte et défunte Isabelle. Il avait été formé depuis sa naissance pour être l'unique héritier, celui qui porterait le flambeau des Sterling après le départ de sa tante. Le chagrin de Catherine était le socle même de son futur héritage. Et toute fissure dans cette fondation représentait une menace directe pour son avenir. « Merci de m'avoir prévenu, Robert, » dit Adrien d'un ton mielleux. « J'irai la voir demain à la première heure. »
Assurez-vous qu'elle se repose bien. Elle peut être si fragile dès qu'on aborde ce sujet douloureux. » En raccrochant, Adrien fixa son propre reflet dans la vitre sombre de la fenêtre du musée. Le sourire charmant et philanthropique qu'il portait pour le public avait disparu, remplacé par une dureté froide et calculatrice. Une serveuse, un médaillon. C'était probablement une illusion sans importance causée par l'âge et le deuil persistant. Mais Adrien Sterling ne croyait pas au hasard. Il avait travaillé trop dur et attendu trop longtemps pour laisser un fantôme du passé ou une fille opportuniste mettre en péril son futur empire. Il passa un appel à son tour à un homme spécialisé dans un genre de recherche bien différent de celui de Mark Chen. Un homme qui opérait dans les zones d'ombre de la légalité. « J'ai un nom pour vous », dit Adrien, sa voix basse et menaçante. « Une serveuse à l'aube dorée. Je veux savoir qui elle est, ce qu'elle cherche, et pourquoi ma tante s'est effondrée en la voyant. » 2 jours plus tard, Diane était en train de frotter une tache de ketchup tenace sur le comptoir de la brasserie quand la clochette au-dessus de la porte tinta. Un homme en costume sombre entra, et elle reconnut immédiatement l'homme qui avait emmené la vieille dame l'autre jour. Sa présence mit immédiatement tout le personnel sur les nerfs. Il n'était pas un client ordinaire. C'était un envoyé d'un autre monde, un monde de luxe et de pouvoir. Il se dirigea directement vers Diane, ignorant les regards curieux des autres clients. « Mademoiselle Diane Régnier ?» demanda-t-il. Sa voix était polie, mais ses yeux étaient analytiques, ne manquant aucun détail de sa tenue ou de son attitude. Le cœur de Diane cogna violemment contre ses côtes. « Oui, c'est moi, » répondit-elle prudemment. « Je m'appelle Mark Chen. Je suis l'assistant personnel de Madame Catherine Sterling, la dame qui a eu un malaise l'autre jour. » Il marqua une pause calculée. Madame Sterling est profondément désolée pour la scène qu'elle a causée malgré elle. Elle a ça été submergée par un souvenir ancien. Elle demande à vous voir. « Me voir, pourquoi ?» demanda Diane, sa suspicion étant palpable. Elle aimerait s'excuser en personne et réparer tout désagrément qu'elle aurait pu vous causer, expliqua Marc avec une courtoisie professionnelle parfaite. Elle m'a envoyé pour vous conduire auprès d'elle. Vous serez bien entendu indemnisé pour vos heures de travail perdues. Serge, le propriétaire, qui écoutait depuis les cuisines en s'essuyant les mains sur son tablier, s'avança avec un air protecteur. « Ma petite n'ira nulle part si elle n'en a pas envie, » intervint-il. « C'est simplement une invitation, » dit calmement Marc. « Mais je dois vous dire que Madame Sterling sait se montrer très persuasive quand elle le souhaite. » Diane pensa à ses factures en retard, aux lettres de menaces de son propriétaire qui s'accumulaient sur sa table. La curiosité luttait avec la peur dans son esprit. Que pouvait bien lui vouloir cette femme incroyablement riche? Cela devait être à cause du médaillon. Peut-être voulait-elle le lui racheter. La main de Diane monta instinctivement à son cou. Elle ne pourrait jamais le vendre, mais l'idée d'une récompense, d'une issue à sa dette écrasante, était une tentation puissante. « D'accord, » finit par dire Diane. « J'accepte de venir. » Le trajet dans la Bentley fut comme une entrée dans une autre dimension spatio-temporelle. Le bruit incessant de la ville disparut derrière les vitres insonorisées, remplacé par le silence feutré du luxe. L'odeur du vinyle usé fut remplacée par l'arôme riche du bois poli et du cuir fin de haute qualité. Ils s'arrêtèrent devant l'un des immeubles les plus exclusifs de l'avenue Montaigne. Un endroit que Diane n'avait vu que dans les magazines de mode qu'elle feuilletait pendant ses pauses. L'appartement était une étendue vaste de verre, d'acier et d'art minimaliste, avec une vue qui semblait englober toute la ville. Catherine Sterling l'attendait dans un salon privé, vêtue non plus d'un tailleur de pouvoir, mais d'un pull en cachemire doux qui la rendait plus humaine. Elle semblait plus vieille, plus vulnérable que dans la brasserie. « Mademoiselle Régnier ?» dit Catherine, sa voix étant devenue douce. « Merci d'être venue. Je vous en prie,
asseyez-vous. Diane s'assit avec raideur sur le bord d'un canapé blanc qui coûtait probablement plus cher que sa voiture de seconde main. « Je vous dois des excuses sincères », commença Catherine. « Mon comportement a été inexcusable. Vous voyez, le médaillon que vous portez est identique en tout point à celui que j'ai offert à ma fille unique il y a très longtemps. Le voir si inopinément a provoqué un flot de souvenirs douloureux. Je suis désolé pour votre perte, murmura Diane, ne sachant que dire d'autre face à une telle détresse. Merci. Catherine la regarda fixement, son regard redevenant intense. Vous m'avez dit qu'il appartenait à votre mère. Puis-je vous demander quel était son nom? Sarah. Sarah Régnier, répondit Diane. Elle est décédée quand j'étais encore bébé. Le visage de Catherine trahit une pointe de déception éphémère. Le nom ne lui disait rien. Isabelle, sa fille, se nommait Isabelle. Mais elle continua, déterminée. Mademoiselle Régnier, Diane. Je me trouve dans une position particulière. J'ai été très impressionné par votre calme et votre dignité sous la pression l'autre jour. Je suis à la recherche d'une dame de compagnie, quelqu'un pour m'assister dans mes tâches quotidiennes, organiser mes rendez-vous, me faire la lecture. Le travail ne serait pas physiquement éprouvant et la compensation serait très substantielle. Diane la regarda, stupéfaite par cette proposition sortie de nulle part. Un travail, mais, madame, je suis serveuse. Je n'ai aucune qualification pour un tel poste. Vous avez de la bonté dans les yeux et une force que vous ne soupçonnez peut-être pas encore. C'est tout ce dont j'ai besoin, affirma Catherine. Je vous propose un salaire de 200 000 € par an avec un logement ici même dans une suite privée. L'esprit de Diane vacilla devant ce chiffre. 200 000 €. C'était une somme astronomique, capable de changer sa vie du tout au tout. C'était un piège, pensa-t-elle immédiatement. Cela ne pouvait pas être une simple offre d'emploi. C'était à cause du médaillon. Cette vieille femme était obsédée et elle essayait d'acheter sa place dans la vie de Diane pour s'en approcher. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Diane, sa voix tremblant sous l'effet de l'incrédulité. « Soyons honnêtes l'une envers l'autre, » dit Catherine en se penchant vers elle. « Je suis une vieille femme solitaire, hantée par son passé. Vous êtes une jeune femme avec un présent difficile. Peut-être pouvons-nous nous entraider. Je ne vous poserai plus de questions sur le médaillon si vous ne le souhaitez pas. Je désire simplement vous avoir à mes côtés. Considérez cela comme le caprice d'une milliardaire excentrique. L'offre était trop belle pour être refusée par quelqu'un dans sa situation. C'était une clé en or massif, une chance d'échapper à la routine implacable de la pauvreté. Avec une dose massive de scepticisme, Diane accepta finalement la proposition. La première semaine fut un tourbillon étourdissant de changements radicaux. Elle emménagea dans une suite de pièces plus grande que tout son ancien immeuble. On lui donna une garde-robe entière de nouveaux vêtements élégants et une carte de débit avec un solde qui lui donnait le vertige. Ses fonctions étaient mais simples, comme Catherine l'avait promis. Elle lisait le journal à haute voix, organisait la correspondance, accompagnait la vieille dame lors de déjeuners tranquilles. Catherine se montrait gentille, patiente, et la traitait avec une affection quasi grand-maternelle qui était à la fois réconfortante et troublante. Elle ne mentionnait plus jamais le médaillon. Mais Diane sentait sa présence invisible entre elles. Une question non formulée qui flottait dans l'air opulent. Ce fut durant cette première semaine qu'elle rencontra Adrien Sterling. Il arriva à l'appartement sans prévenir, image même de la perfection vestimentaire et du charme facile. « Alors, c'est vous ?» dit-il en souriant largement à Diane. « On ne parle que de vous en ville. Ma tante ne cesse de chanter vos louanges. » Il lui prit la main avec une assurance déconcertante. « Adrien Sterling, c'est un plaisir de vous rencontrer. »
Son sourire n'atteignait cependant pas ses yeux froids. Plus tard ce jour-là, il trouva Diane seule dans la bibliothèque, en train de ranger des ouvrages anciens. « J'espère que vous me pardonnerez d'être aussi direct, » dit-il d'un ton confidentiel. « Je tiens énormément à ma tante. C'est une femme brillante, mais elle a des vulnérabilités, surtout en ce qui concerne sa fille disparue. » « Elle m'a parlé du médaillon, » répondit Diane. « Ah oui, le médaillon, » soupira Adrien en passant une main dans ses cheveux parfaits. « Diane, vous me semblez être une jeune femme intelligente et sensée. Je pense devoir vous mettre en garde. Ma tante a parfois des fixations étranges. Elle voit des fantômes là où il n'y en a pas. Dans son chagrin, elle projette ses espoirs sur les gens qui l'entourent. Elle a fait la même chose il y a quelques années, avec une jeune conservatrice d'art, qui avait les yeux de ma cousine Isabelle. Cela s'est très mal terminé pour la jeune fille, quand Catherine a réalisé qu'elle n'était pas celle qu'elle voulait qu'elle soit. Il laissa ses paroles planer lourdement dans l'air. Elle vous offre un fantasme, une cage dorée. Mais quand le fantasme s'évapore, la porte de la cage se referme brutalement. Je ne voudrais pas voir une fille gentille comme vous souffrir. Il lui adressa un sourire plein de sympathie feinte et partit, laissant derrière lui un sillage de poison. Diane resta figée, le livre qu'elle tenait lui semblant peser une tonne. Était-ce là la vérité? N'était-elle que la dernière d'une lignée de remplaçantes potentielles? L'avertissement d'Adrien lui semblait terriblement plausible. La gentillesse, l'argent, cet intérêt soudain et intense pour elle, tout semblait s'emboîter comme les pièces d'un puzzle manipulateur. Le doute, froid et tranchant, transperça l'espoir fragile qui avait commencé à éclore dans son cœur. Elle baissa les yeux vers le médaillon caché sous son chemisier de soie. Pour la première fois, il ne lui apportait aucun réconfort. Il lui semblait être un fardeau dangereux. Les paroles d'Adrien fermentaient dans l'esprit de Diane, colorant chaque interaction ultérieure avec Catherine. La gentillesse de la vieille femme lui semblait désormais teintée d'obsession morbide. Ses regards tristes ressemblaient à des évaluations silencieuses. Est-ce qu'elle la comparait constamment au fantôme d'Isabelle? L'appartement, autrefois symbole d'une évasion miraculeuse, commençait à ressembler à cette cage dorée, décrite par Adrien. Pourtant, Diane ne parvenait pas à se résoudre à partir. La sécurité financière était un anesthésiant puissant pour son anxiété latente. Poussée par un besoin désespéré de vérité, Diane commença sa propre enquête discrète. Les après-midi, quand Catherine faisait sa sieste, elle utilisait l'Internet à haut débit de la bibliothèque, un outil auquel elle n'avait jamais eu accès de manière fiable auparavant. Elle tapa le nom d'Isabelle Sterling dans la barre de recherche. Les résultats étaient rares, comme il se doit pour une tragédie datant de l'ère pré-Internet. Quelques articles d'archives des années 70 racontaient tous la même histoire. Isabelle Sterling, 19 ans, fille brillante et rebelle de la magnate de l'industrie pharmaceutique Catherine Sterling, s'était enfuie avec un musicien nommé Daniel Picard. Quelques mois plus tard, tous deux avaient été tragiquement tués lorsque leur voiture avait quitté une route côtière sinueuse en Bretagne. L'article mentionnait qu'on pensait qu'ils voyageaient avec leur enfant en bas âge, dont le corps n'avait jamais été retrouvé non plus dans l'enfer des flammes. Le sang de Diane se glaça. Un enfant en bas âge. Les dates correspondaient étrangement. C'était une possibilité infime, une coïncidence folle. Mais la graine d'une idée sauvage et impossible venait d'être plantée dans son esprit. Elle essaya d'en savoir plus sur Daniel Picard, mais il n'était qu'un fantôme, une note de bas de page dans l'histoire tragique d'une héritière riche. Elle heurta un mur de silence. Les archives publiques semblaient avoir été scellées par le temps et l'influence de la famille Sterling. À l'insu de Diane,
Catherine menait une enquête bien plus puissante de son côté. Marc avait engagé Robert Lefebvre, un détective privé légendaire, ancien agent des services de renseignement. Lefebvre était un homme capable de trouver une aiguille dans un continent entier. Il travaillait depuis un bureau discret dans un gratte-ciel du quartier de la Défense, entouré de serveurs sécurisés. Le rapport officiel est propre, presque trop propre pour être honnête, dit Lefebvre à Catherine et Marc lors d'un appel vidéo crypté. Il afficha une photo de police granuleuse sur l'écran géant du salon. On y voyait les restes squelettiques et calcinés d'une voiture au fond d'un ravin. Le rapport du légiste conclut à un décès par traumatisme et incinération consécutive. L'incendie fut attribué à une rupture du réservoir d'essence. Affaire classée. « Que voyez-vous d'autre, Robert ?» demanda Catherine d'une voix tendue. « Je vois ce qui ne figure pas dans le dossier, » répondit Lefebvre. « J'ai récupéré les notes originales du premier officier arrivé sur les lieux. Un jeune nommé Bonnet. Son rapport initial mentionne une odeur chimique suspecte, pas seulement de l'essence. Cette note est absente du rapport final dactylographié et signé par le chef de la police locale de l'époque, un certain Frank Ali. J'ai aussi fait des recherches sur ce chef Ali. Il s'avère qu'1 an après l'accident, il a pris sa retraite et s'est acheté un yacht de 12 mètres, ce qui est un peu luxueux pour le salaire d'un chef de police de province. » Marc se pencha en avant, intrigué. Un camouflage ou simplement une chance insolente à la retraite, demanda-t-il. Il y a plus, continua Lefebvre. La voiture était une Ford Pinto de 1973, célèbre pour ses défauts de conception du réservoir. Certes, mais les dommages causés par le feu suggèrent l'utilisation d'un accélérant chimique. La chaleur était si intense qu'elle a déformé le bloc moteur, ce qu'un simple feu d'essence fait rarement. C'est comme si quelqu'un avait voulu s'assurer qu'il ne reste absolument rien pour identifier les victimes. Catherine sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. « Et pour les corps ?» demanda-t-elle. « C'est la partie la plus intéressante, » dit Lefebvre d'un ton sombre. Ils ont été identifiés par leur dossier dentaire. Les dossiers de Daniel Picard ont été envoyés depuis sa ville natale dans le centre de la France. Mais pour Isabelle, ils ont utilisé les dossiers de son dentiste d'enfance à Paris. Le légiste a noté que la mâchoire était sévèrement fragmentée. Mais il a fait une identification positive basée sur quelques molaires, avec des plombages distinctifs. « Récupérez ces dossiers », ordonna Catherine. « Et retrouvez ce policier, nommé Bonnet. Fouillez les finances d'Ali. Je veux savoir d'où venait l'argent pour ce yacht. » L'enquête de Lefebvre se poursuivit avec une rigueur implacable. Il localisa l'ancien officier Bonnet, devenu un vieil homme grisonnant vivant dans une communauté de retraités dans le sud. Après une certaine persuasion et une garantie d'anonymat, Bonnet finit par parler. « Oui, je me souviens de ce crash, » dit-il, sa voix étant rauque au téléphone. « Ça m'a fichu une sacrée frousse. L'odeur était bizarre, comme de l'essence de térébenthine. J'en ai parlé au chef Ali et il m'a dit que j'étais un bleu avec une imagination trop fertile et que je devais écrire ce qu'il me dictait. Le lendemain, 2 types en costume coûteux ont débarqué. Je ne les avais jamais vus auparavant et je ne les ai jamais revus. Ils ont parlé au chef pendant 1 heure et après ça, l'affaire a été bouclée plus vite qu'un éclair. Les pièces s'emboîtaient enfin pour former une image bien plus sinistre qu'un simple accident de la route. Quelqu'un n'était pas seulement mort, quelqu'un avait été effacé de la réalité. Au même moment, Adrien recevait des mises à jour de sa propre source. Son enquêteur, un homme moins scrupuleux spécialisé dans le chantage et l'espionnage numérique, avait piraté les anciens comptes de réseaux sociaux de Diane et interrogé des gens de son dernier foyer d'accueil. Le rapport était simple. Le sujet est exactement ce qu'elle semble être.
Une orpheline fauchée sans aucune connexion. L'histoire du médaillon est cohérente. C'est une moins que rien. Cela aurait dû calmer Adrien. Mais le fait que sa tante ait engagé Lefebvre, un homme dont la réputation n'était plus à faire, déclencha une alarme dans son esprit. Pourquoi engager un tel requin pour une affaire vieille de 50 ans? À moins que Catherine ne croie vraiment que la fille soit celle qu'elle espérait. La menace n'était pas que Diane soit une escroc. La menace était qu'elle soit réelle. Adrien décida qu'il devait passer à l'attaque. Il ne pouvait pas laisser Lefebvre découvrir une vérité qui lui coûterait tout. Il devait discréditer Diane si complètement que toute découverte ultérieure serait considérée comme hors sujet. Il demanda à son enquêteur de fabriquer de fausses preuves, des courriels truqués, des relevés bancaires falsifiés suggérant que Diane faisait des recherches sur la tragédie des Sterling depuis des mois, qu'elle avait acheté une réplique du médaillon en ligne, que toute cette rencontre était une arnaque méticuleusement planifiée. Il ne se contentait plus de semer le doute. Il se préparait à détruire la vie d'une innocente pour protéger ses propres intérêts. La tension dans l'appartement était devenue palpable. Catherine était consumée par les découvertes de Lefebvre, passant des heures au téléphone avec lui et Marc, son espoir luttant contre toute une vie de deuil. Diane, sentant le froid de l'avertissement d'Adrien et la distance préoccupée de Catherine, se sentait plus isolée que jamais. Elle vivait dans un palais, mais elle se sentait comme une prisonnière attendant son jugement. Adrien choisit son moment avec une précision chirurgicale. Il savait que Catherine avait une réunion du conseil d'administration qui durerait toute la matinée. Il arrive à l'appartement sous le prétexte de déposer des documents urgents, trouvant Diane seule dans le grand salon, contemplant la ville. « Diane, dit-il, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Vous avez l'air tourmentée. Tout va bien? Demanda-t-il en s'approchant. Je vais bien, répondit-elle sans se retourner vers lui. Vraiment, car moi je ne vais pas bien du tout. J'ai fait mes propres recherches pour la protection de ma tante, dit-il en posant un dossier en cuir élégant sur la table basse en verre. Je pense que vous devez voir ceci. Il ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des impressions de courriels qui semblaient provenir de Diane, destinées à une ancienne amie, discutant d'un plan pour escroquer une vieille dame riche, obsédée par sa fille décédée. Il y avait aussi des relevés bancaires montrant un paiement important à un site de bijoux sur mesure et des historiques de recherche pour Isabelle Sterling, datant de plusieurs mois avant sa rencontre avec Catherine. Tout était faux, un chef-d'œuvre de contrefaçon numérique. Mais pour Diane, c'était dévastateur. « Ce n'est pas réel », bégaya-t-elle, son visage perdant toute couleur. « Je n'ai jamais écrit cela. Je ne ferai jamais une chose pareille. »« Vraiment pas, » répondit Adrien, sa voix devenant glaciale alors que son masque de charme tombait pour révéler le prédateur en lui. Une pauvre orpheline voit une chance d'arnaquer une milliardaire. C'est la plus vieille histoire du monde. Je dois vous l'accorder. Le médaillon était une touche brillante. Vous l'avez presque eu. Vous nous avez presque tous eus. Non, vous mentez, cria Diane, des larmes de panique et de rage montant dans ses yeux. Pourquoi faites-vous cela? Je protège ma famille d'une petite escroc cupide, ricana-t-il. Et maintenant, je vous donne le choix. Vous pouvez sortir d'ici aujourd'hui avec 100 000 €, signer un accord de non-divulgation et disparaître à jamais. Ou vous pouvez rester, et je remettrai ce dossier à la police et à la presse. Votre visage sera dans tous les tabloïds. L'orpheline qui a arnaqué la milliardaire en deuil. Vous serez ruiné. Personne ne vous croira jamais. C'était un échec et mat parfait. Sa parole contre la sienne, soutenue par une montagne de preuves fabriquées. Le désespoir l'envahit totalement. Il avait raison, personne ne la croirait. Qu'en dites-vous, Diane ?
insista Adrien avec un sourire cruel. Elle ne dit rien à votre sujet, Adrien. La voix, froide comme la glace, venait du chambranle de la porte. Catherine Sterling se tenait là, sa réunion s'étant apparemment terminée plus tôt que prévu. Marc était juste derrière elle, son expression étant des plus sombres. Elle avait tout entendu. Adrien fut momentanément pétrifié, son visage devenant livide. « Tante Catherine, j'étais juste en train de... » bégaya-t-il en essayant de se reprendre. « Je sais exactement ce que tu faisais, » dit-elle, sa voix tremblant d'une fureur que Diane n'avait jamais vue. Elle entra lentement dans la pièce, ses yeux fixés sur son neveu. « Pendant des années, j'ai toléré ton ambition dévorante, ta cupidité. J'ai pris cela pour un désir de faire honneur au nom des Sterling. Mais s'en prendre à cette jeune fille, fabriquer des mensonges aussi dégoûtants, c'est inacceptable. Ce ne sont pas des mensonges, » s'emporta Adrien, tentant de reprendre le contrôle. Elle vous manipule. Ne voyez-vous pas clair dans son jeu? Le seul manipulateur que je vois ici, c'est toi, répliqua Catherine. Elle se tourna vers Diane, son expression s'adoucissant instantanément. Je suis tellement désolé, mon enfant. Je suis désolé de l'avoir laissé s'approcher de vous. Elle regarda ensuite Adrien avec un mépris souverain. Marc, appelez la sécurité. Faites expulser mon neveu de cet immeuble immédiatement. Il n'est plus un dirigeant de Sterling Industries et il n'est plus le bienvenu chez moi. Son accès à tous les comptes de l'entreprise et de la famille doit être révoqué avec effet immédiat. Vous ne pouvez pas faire ça, hurla Adrien, son calme s'effondrant totalement. Je suis votre héritier légitime. J'ai donné ma vie à votre entreprise. Mon entreprise a été bâtie pour sauver des vies, pas pour les détruire, dit tranquillement Catherine. Tu n'es pas l'homme que je croyais, Alors que les agents de sécurité arrivaient pour escorter un Adrien hurlant et vaincu hors de l'appartement, Catherine s'effondra sur le canapé, paraissant totalement épuisée par la confrontation. Elle se tourna vers Diane, ses yeux remplis d'une tristesse profonde. « Il avait raison sur un point, » dit-elle, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « J'ai projeté mes espoirs sur vous, mais pas de la manière qu'il imaginait. » Elle prit une grande inspiration. « Diane, il y a quelque chose que je dois vous dire. Pendant 50 ans, j'ai cru que ma fille était morte dans cet accident. Mais maintenant, je ne pense plus que c'était un accident. Je pense qu'elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie pour m'échapper. » Les aveux de Catherine étaient tachés, remplis de la douleur de décennies de regrets accumulés. Elle raconta à Diane la dispute, la toute dernière qu'elle avait eue avec Isabelle. C'était au sujet de Daniel Picard, le musicien. Catherine avait menacé de la déshériter, de la couper de tout si elle l'épousait. Elle m'a dit que je tenais plus à mon argent qu'à son bonheur, pleura Catherine. Elle a dit qu'elle préférait vivre dans la pauvreté avec celui qu'elle aimait plutôt que dans un palais avec une mère qui cherchait à tout contrôler. Les derniers mots que j'ai adressés à mon propre enfant étaient cruels et impitoyables. La chose suivante que j'ai sue, c'est que la police était à ma porte. Les pièces du puzzle dans l'esprit de Diane commencèrent à bouger, formant une image nouvelle et terrifiante. Sa mère, Sarah Régnier, qui était morte d'une maladie soudaine quand Diane avait 3 ans, était musicienne. Elle avait été farouchement indépendante, secrète sur son passé, et semblait toujours fuir quelque chose. Et elle avait ce médaillon avec le saule pleureur. Catherine regarda Diane, ses yeux implorant une compréhension. Je crois que l'accident a été mis en scène, une façon pour Isabelle et son mari de disparaître, de m'échapper pour de bon. Et s'ils ont disparu et qu'ils ont eu un enfant qui aurait votre âge aujourd'hui. Elle ne finit pas sa phrase. L'idée impossible, qui était une minuscule graine dans l'esprit de Diane, explosa en un univers de possibilités.
Elle n'était pas une orpheline sans histoire. Elle n'était pas une moins que rien. Elle pourrait être une Sterling. Mais si cela était vrai, toute sa vie avait été basée sur un mensonge désespéré et déchirant. La révélation flottait dans l'air de l'appartement, vaste et terrifiante pour les deux femmes. La théorie de Catherine était audacieuse, un acte de foi désespéré. Mais elle résonnait avec une vérité étrange et puissante en Diane. Le secret entourant sa propre mère, ce sentiment constant de ne pas être à sa place. Tout commençait à prendre un sens fracturé. Alors que Catherine et Diane étaient encore sous le choc émotionnel, Robert Lefebvre livra son rapport final explosif. « Nous l'avons trouvé », dit Lefebvre via une liaison sécurisée, son visage restant impassible. L'homme en costume qui avait rendu visite au chef Ali. Nous avons croisé les dossiers financiers et les vieilles photographies. L'homme qui a payé Ali était un homme de main connu de la famille Noirbois. Noirbois, demanda Catherine, confuse. Quel rapport avec cette histoire? Daniel Picard, le musicien avec qui votre fille s'est enfuie, ce n'était pas son vrai nom. Il est né Daniel Noirbois. Son père était Alistair Noirbois, le magnate du transport maritime, votre plus grand rival à l'époque. Le coup fut si brutal que Catherine dut s'asseoir physiquement. Alistair Noirbois était son concurrent le plus féroce dans les années 70. Un homme d'affaires impitoyable qu'elle méprisait par-dessus tout. Daniel s'était brouillé avec son père, continua Lefebvre. Il voulait être musicien. Ne voulait rien avoir à faire avec les affaires familiales. Alistair l'avait renié. Il semble qu'Alistair ait appris le mariage de son fils avec votre fille, Isabelle. Il ne pouvait pas supporter l'idée que son fils vive dans la pauvreté, alors que sa femme était l'héritière des Sterling. Mais il ne pouvait pas non plus tolérer une union publique entre les deux familles rivales. Alors il leur a offert une issue. Il financerait leur disparition, leur donnerait de nouvelles identités et établirait un fonds fiduciaire à une condition. Ils devaient être déclarés morts, officiellement. Ils ne devaient plus jamais contacter leurs familles respectives. C'était une solution froide et cruelle à un problème humain. Alistair Noirbois avait orchestré toute la mise en scène, l'accident, les pots de vin, les faux dossiers dentaires pour contrôler le récit et effacer une alliance gênante. Il avait laissé Catherine souffrir pendant 50 ans par pur orgueil malveillant. « Où sont-ils maintenant » murmura Catherine, sa voix n'étant plus qu'un souffle. L'expression de Lefebvre s'adoucit pour la première fois. Alistair Noirbois est mort il y a 15 ans. Nous avons réussi à accéder à ses archives privées. Le fonds qu'il avait créé pour eux a été actif pendant 20 ans. Il a versé de l'argent à une certaine Sarah et un certain David Picard. Les paiements ont cessé il y a environ 25 ans. Nous avons trouvé un certificat de décès pour David Picard correspondant à la description de Daniel. La cause du décès était un accident d'escalade. Et quelques années après, un certificat pour Sarah Picard, anciennement Régnier. La cause était une rupture d'anévrisme. Elle est décédée dans un petit village de Bretagne. L'air quitta les poumons de Catherine. L'espoir qu'Isabelle soit encore en vie s'éteignit. Elle l'avait été. Elle avait vécu toutes ces années sous un autre nom. Et maintenant, elle était partie pour de bon. Mais le rapport n'était pas terminé. Sarah Picard avait un enfant, dit doucement Lefebvre. Une fille née il y a 24 ans. Après la mort de sa mère, elle a été placée dans le système des foyers d'accueil. Son nom est Diane Régnier. Un silence de mort s'installa. La confirmation était absolue, dévastatrice et étrangement apaisante. C'était vrai. Tout était vrai. Diane, qui avait écouté tout l'appel sur le haut-parleur, ressentit une vague de vertige étourdissante. Toute son identité venait d'être réécrite sous ses yeux. Sa mère n'était pas seulement Sarah Régnier. Elle était Isabelle Sterling Noirbois,
Une femme qui avait fui 2 empires pour l'amour, pour mourir jeune et seule. Des larmes coulèrent s'arrondurent sur le visage de Diane pour cette mère qu'elle n'avait jamais vraiment connue. Pour ce père dont elle n'avait jamais entendu parler. Pour cette grand-mère qu'il avait cherchée toute sa vie. Au milieu de cette tempête émotionnelle, sa main monta vers le médaillon. C'était la seule chose qui lui semblait encore réelle. Ses doigts tracèrent les rainures familières du saule pleureur. Elle l'avait manipulé toute sa vie sans succès. Mais maintenant, ses doigts tremblants sous le poids de cette nouvelle réalité, elle sentit quelque chose de nouveau. Une jointure presque imperceptible le long du bord incurvé, cachée dans les branches gravées. Son ongle trouva l'encoche. Avec une décharge d'adrénaline, elle poussa de toutes ses forces. Un léger déclic se fit entendre. La face avant du médaillon s'ouvrit enfin. Catherine eut un hoquet de surprise. Pendant 50 ans, même elle n'avait pas connu ce secret. Le médaillon avait un double fond. À l'intérieur, ce n'était pas ce qu'elle attendait. Il n'y avait pas de portrait miniature. À la place, niché dans la petite cavité, se trouvait un minuscule morceau de papier plié en un carré serré et dense. Il était jauni par le temps. Les plis étaient marqués pour toujours. Avec des mains tremblantes, Diane déplia avec précaution le papier. C'était une lettre. L'encre était décolorée mais restait lisible, écrite d'une écriture délicate et élégante. Elle commençait par ces mots. « Ma très chère Diane, si tu lis ceci, cela signifie que le monde a tourné d'une manière que j'ai à la fois espérée et redoutée. Cela signifie probablement que tu as rencontré ta grand-mère, Catherine. Et cela signifie que je ne suis plus là. Il y a tant de choses que je dois t'expliquer. Mon nom était Isabelle. Le nom de ton père était Daniel. Nous nous aimions plus que nous ne craignions les mondes puissants dont nous venions. Ma mère, ta grand-mère, a essayé de contrôler ma vie avec son argent. Le père de ton père a essayé d'effacer son identité. Alors, nous avons choisi de nous effacer nous-mêmes à la place. Nous avons choisi une vie de liberté, une vie avec toi. Ce ne fut pas une vie parfaite, mais c'était la nôtre. Ton père était l'homme le plus bon que j'ai jamais connu, et il t'aurait adoré. Après sa mort, j'étais si perdue, J'ai essayé d'être forte pour toi. Je voulais te donner une vie normale, loin des mensonges et des jeux de pouvoir. Mais j'avais toujours peur. Peur que notre passé ne nous rattrape. Peur pour ta sécurité. Je t'ai élevée sous le nom de Diane Régnier, une fille sans histoire, parce que je pensais que cela te protégerait. J'écris ceci car je sens que mon temps est compté. Cette maladie progresse vite. Si je ne suis plus là, ce médaillon est ta clé. Ne montre pas cette lettre à Catherine, à moins que tu ne vois dans ses yeux non pas une femme d'affaires, mais une mère. Si tu vois du regret, si tu vois qu'elle a appris que l'amour est plus précieux que n'importe quelle fortune, alors donne-lui ceci. C'est sa chance de rédemption et la tienne pour un avenir que je n'ai jamais pu t'offrir. Sache ceci, ma douce fille. M'enfuir n'était pas un rejet de ma mère. C'était un rejet du monde qu'elle avait construit autour d'elle. Dans mon cœur, je n'ai jamais cessé de l'aimer. Et je t'ai aimé chaque seconde de chaque jour. Sois courageuse, sois gentille. Tu es le meilleur de nous deux. Pour toujours, ta mère, Isabelle Sarah. Diane finit de lire la lettre à haute voix, sa voix étant épaisse de larmes. Le petit morceau de papier entre ses doigts semblait peser plus lourd que toute la fortune des Sterling réunis. C'était un testament, une confession et un pont jeté à travers 50 ans de silence et de souffrance. Elle leva les yeux vers Catherine. La vieille femme était totalement immobile, son visage étant un masque de chagrin profond et déchirant. Les larmes qui coulaient de ses yeux étaient silencieuses, portant le poids d'une vie entière de malentendus.
Isabelle ne l'avait pas détesté. C'était l'absolution qu'elle réclamait depuis 5 décennies. Sa fille l'avait aimée même dans l'exil. « Elle m'a pardonné », chuchota Catherine, les mots s'étranglant dans sa gorge. « Elle voulait que vous le méritiez », dit doucement Diane en lui tendant la lettre. Catherine prit le papier fragile, comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Ses doigts, qui avaient signé des contrats valant des milliards et serré les mains des plus grands dirigeants, tremblaient en traçant l'écriture de sa fille. Elle relut la lettre pour elle-même, ses lèvres bougeant en silence, absorbant chaque mot. Cette petite note avait plus de valeur à ses yeux que son empire tout entier. C'était une preuve d'amour, une preuve de perte, et enfin la preuve d'un lien indestructible avec la jeune fille debout devant elle. En cet instant précis, le dernier mur entre elles s'effondra. Catherine n'était plus une milliardaire, et Diane n'était plus une serveuse. Elles étaient une grand-mère et sa petite-fille, unies par un amour partagé pour la femme qui les avait à la fois réunies et séparées. Catherine tendit les bras et attira Diane dans une étreinte farouche et désespérée. Ce n'était pas l'étreinte polie d'une étrangère, mais la prise brute et s'agrippant d'une famille enfin retrouvée. Elles pleurèrent ensemble pour Isabelle, pour Daniel, pour les années perdues et pour l'avenir difficile mais magnifique qui s'ouvrait à elles. Les retombées de cette découverte furent rapides et décisives. Adrien Sterling fut formellement et publiquement désavoué par sa tante. Les preuves fabriquées qu'il avait créées furent remises aux autorités par Lefebvre, et il dut faire face à des accusations de parjure et de tentatives d'escroquerie. Sa chute fut spectaculaire et brutale. Un avertissement murmuré dans toutes les salles de conseil du pays. La nouvelle que Diane Régnier était la petite-fille perdue de Catherine Sterling et l'héritière secrète de 2 fortunes immenses, devint une sensation médiatique mondiale. Des journalistes campaient devant l'immeuble de l'avenue Montaigne. Des offres d'interviews, de livres et de films affluaient de partout. Mais Catherine et Diane ignoraient tout cela, préférant se concentrer sur l'essentiel. Elles se retirèrent dans le calme de l'appartement, leur propre île privée, au milieu d'un océan de spéculations publiques. Elles passèrent leur journée, non pas à parler d'argent ou d'affaires, mais d'Isabelle. Diane partageait les quelques souvenirs délavés qu'elle gardait d'une femme riante, qui jouait de la guitare et qui sentait la lavande. Catherine racontait des histoires d'une jeune fille rebelle et brillante qui aimait peindre et discuter de philosophie jusqu'au bout de la nuit. Ensemble, elles recollaient les morceaux de la mosaïque de la femme qu'elles avaient toutes deux perdue. Un soir d'automne frais, alors qu'elles étaient assises sur la terrasse surplombant les lumières de la ville, Catherine se tourna vers Diane. « Votre mère voulait que vous ayez un avenir qu'elle ne pouvait pas vous offrir, » dit Catherine. « Et votre père a quitté un empire pour avoir la liberté d'être lui-même. Cette fortune peut être une cage ou un outil puissant. C'est à nous de décider. » Diane savait déjà ce qu'elle voulait faire. « Je ne veux pas diriger une entreprise pharmaceutique, » dit-elle. « Mais je veux les honorer, tous les deux. » Et c'est ainsi que la fondation Sterling Noirbois vit le jour. Ce fut une nouvelle entreprise audacieuse, financée par une part importante des deux fortunes familiales. Sa mission était double: fournir des bourses et un soutien aux artistes et musiciens en difficulté, leur offrant la liberté que Daniel avait tant désirée, et créer des maisons d'accueil et des systèmes de soutien pour les jeunes mères célibataires, se sentant prises au piège, leur offrant la sécurité qu'Isabelle avait recherchée en vain. Diane devint le visage et le cœur battant de la fondation. Elle se jeta à corps perdu dans ce travail, y trouvant un but bien plus réel et vital que n'importe quel héritage financier. Elle n'était plus Diane Régnier, la pauvre serveuse, ni seulement Diane Sterling, l'héritière milliardaire. Elle était la fille d'Isabelle, et elle bâtissait un héritage d'espoir sur les fondations de cicatrices enfin guéries. Catherine, de son côté,
trouva une paix qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle se retira de la gestion active de son entreprise, la laissant entre les mains d'un conseil d'administration de confiance. Son nouveau rôle, le plus important de sa vie, était d'être une grand-mère. Elle apprit à Diane son histoire familiale complexe. Et en retour, Diane lui apprit le pardon, la résilience et la joie simple de partager un repas tranquille, un peu comme celui de l'Aube dorée, où leur histoire avait enfin véritablement commencé. Le médaillon, son secret désormais révélé au grand jour, était conservé dans un petit coffret en velours, un rappel permanent non pas de ce qui avait été perdu, mais de ce qui, contre toute attente, avait été retrouvé. L'histoire de Diane et Catherine est un rappel puissant que les héritages les plus précieux que nous possédons ne sont pas faits d'or ou d'argent, mais de vérité et d'amour. Elle nous montre que la famille est un lien capable de supporter des décennies de silence, de surmonter des mensonges impensables et de guérir les blessures les plus profondes de l'âme humaine. Leur voyage, d'un bistrot graisseux à une destinée partagée de guérison, nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir sa place dans le monde et que la véritable richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais aux vies que l'on touche et à l'amour que l'on partage sincèrement avec les autres.